Alors c'est parti pour donc ce SOS S comme C d'anniversaire, parce que oui, c'est mon anniversaire, donc voilà, pour la deuxième année confinée, mais on va faire avec. Euh, donc je commence par rappeler déjà le principe du SOS S comme C. Donc je vais me présenter d'abord. Donc moi je suis Sandrine Donzel, parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog S comme C. Donc j'essaye d'aider les gens à voir les problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent par l'autre bout de la lorgnette pour les aider à changer. Et je travaille beaucoup sur la relation à l'enfant parce que historiquement c'est par ça que j'ai commencé. Et vous avez vu que dans le cadre du SOS S comme C, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la description de la vidéo, mais la question que je vais aborder aujourd'hui, elle est relative à l'éducation des enfants. Donc c'est un thème que j'adore. J'ai bien peur que cette vidéo dure des heures parce que j'aurai des milliers de choses à dire sur le sujet. Mais bref. Je vais rappeler le principe du SOS S comme c'est. Ensuite, je vous lis la question que j'ai retenue pour aujourd'hui. Et après, on démarre. Donc le principe du SOS S comme c'est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez m'envoyer des questions par mail, sandrine@scomc.fr, sco2mc.fr, en précisant bien question pour le SOS. Donc cette question, elle peut porter sur des problématiques émotionnelles, relationnelles que vous rencontrez avec vous-même, avec vos enfants, dans votre couple, au travail, etc. Et j'y réponds dans une petite vidéo de 15-20 minutes en général. Aujourd'hui, comme je le disais, j'ai très peur que cette vidéo dure beaucoup trop longtemps. Et donc le SOS S comme c'est, ça se passe à peu près un mercredi sur 2. Alors, pourquoi j'ai peur que cette vidéo dure extrêmement longtemps, même si je suis ravie de voir tous vos joyeux anniversaires qui défilent. J'ai pas répondu à tout le monde, mais vraiment, ça me fait plaisir de voir tous les joyeux anniversaires. J'ai l'impression de le fêter en vrai. Alors, voici la question que j'ai retenue. Donc, elle m'a été envoyée par Corinne, qui est en fait ludothécaire et qui anime régulièrement un café des parents. Et voilà ce qu'elle me dit, Corinne. Elle me dit « J'anime un café des parents les mardis matins et j'ai une question qui vient des parents. Et les parents disent « On ne sait plus comment faire avec nos enfants. On nous dit que la fessée n'est pas autorisée et que nous devons appliquer l'éducation non violente. On ne s'y retrouve plus, nous, les parents. » Si vous pouvez, merci pour votre réponse. Alors, il y aurait tellement à dire sur le sujet, mais bref, zou, c'est parti. On va voir tout ce que je peux vous dire par rapport à l'éducation, la fessée, l'éducation non violente et tout ça. C'est parti. Donc, je vous invite bien sûr à poser des questions complémentaires ou à réagir dans les commentaires. C'est ça qui rend le live hyper intéressant. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais parler un petit peu de la fessée parce que pour moi, c'est le point de départ. On a un style éducatif qui est souvent basé sur... Enfin, qui est toujours basé sur ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Parce qu'on a été des enfants. Voilà, qu'on ait des enfants ou pas, on a été nous des enfants, donc on s'est fait une certaine idée de ce que c'est l'éducation par le biais de ce qu'on a vécu étant enfant, par le biais de ce qu'on a appris plus tard, par le biais de ce qu'on a vécu venant de nos parents et de tout un tas d'autres adultes. Et donc ça installe une vision de l'éducation, de qu'est-ce qu'il faut faire face à tel ou tel type de problème qu'on rencontre dans la relation aux enfants. Et la fessée, et d'autres châtiments physiques, la punition et tout un tas d'autres choses font partie des choses que souvent nous avons vécues en tant qu'enfants et qui font partie du panel d'outils qu'on a dans notre tête, qu'on décide de l'utiliser ou pas. Alors, le problème, c'est qu'un style d'éducation donné, il est relatif à la société dans laquelle il se place. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une de mes amies, Dominique Vicassio, qui avait publié un texte assez intéressant sur comment son grand-père avait réagi, ou son arrière-grand-père, je ne sais plus, elle me corrigera, voilà, avait réagi quand ses enfants avaient été corrigés, donc frappés au visage, je crois, par leur enseignant, donc c'était début du 20e, je pense.
au milieu du 20e. Et lui, il disait non, il ne faut pas taper les enfants au visage. Taper, ça allait, mais pas taper au visage. Et il passait pour un irrémédiable laxiste dans son environnement. Donc un style d'éducation donné, il est relatif à une période donnée. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant et important à comprendre. Je bois un coup. Parce que du coup, les outils qu'on a reçus, le style éducatif qu'on a reçu de nos parents, eh ben, il était relatif, il était daté à une certaine période et donc ben, ça évolue. Alors il ne faut pas croire que le style d'éducation, éducation positive, éducation bienveillante, etc., date des années 60. C'est souvent une croyance que je reconnais. Alors je vois que Dominique me dit, bah oui, mon arrière-grand-père dans les années 20, il ne voulait pas qu'on tape au visage avec un bâton. Voilà, c'était ça, avec un bâton. Mais je remettrai le lien vers ton post, Dominique, si tu m'y autorises après la diffusion de la vidéo. Donc, souvent il y a une espèce de croyance, ah oui, ne plus vouloir donner la fessée, ne plus vouloir utiliser la punition ou des choses comme ça, ce serait le truc genre hippie des années 60. En réalité, le courant qui sous-tend ces pensées, il est bien plus vieux que ça. Il date de grosso modo du siècle de lumière. Donc là, à ce moment-là, et peut-être même encore bien avant, à ce moment-là, on a commencé à changer la vision qu'on avait de l'enfant. Enfin, on a commencé. Encore une fois, c'est une évolution historique qu'on voit à l'époque romaine et même encore bien après. Le père, par exemple, avait droit de vie ou de mort sur ses enfants. Il pouvait les tuer s'il considérait, ou les faire emprisonner s'il considérait que c'était pas bien. Donc cette évolution, elle est quasiment permanente dans notre société. Donc, pourquoi je dis ça? En fait, il y a deux visions de l'enfant, deux pôles de vision de l'enfant. Soit on considère l'enfant comme étant un être à discipliner. C'est-à-dire que de l'extérieur, il faudrait lui faire cesser chez lui des tendances qui seraient entre guillemets mauvaises. Ou bien on considère l'enfant comme un être à éduquer, un être en développement qui a besoin d'apprendre des choses. Donc si on a la vision de l'enfant comme étant celle d'un être à discipliner, et ben, dans ce cas-là, lui taper dessus, lui crier dessus, lui soumettre à des punitions, à des privations, ça paraît être logique. D'accord ? Si on considère l'enfant comme étant un être en développement et qu'on se dit, bah, quand il ne fait pas certaines choses, quand il ne respecte pas certaines règles, bah, c'est possible que ce soit lié à un manque de compétences. Attention, pas les compétences intellectuelles, je sais lire, je sais compter, mais les compétences émotionnelles, relationnelles, etc. Alors, évidemment, que utiliser des châtiments physiques ou des punitions très importantes, et je reviendrai sur le rôle de la punition après, ça ne fait pas de sens. Si vous transposez ça à un apprentissage intellectuel, comme la lecture par exemple, vous n'imaginez pas si un enfant, vous donnez un livre à un enfant et il ne sait pas lire, vous n'allez pas vous mettre à lui mettre des fessées en disant qu'est-ce que c'est que cet enfant qui ne sait pas lire. Non, il y a toute une pédagogie qui se met en place. Il est baigné dans un monde où il y a des lettres, petit à petit on lui apprend à déchiffrer, on lui apprend à reconnaître la forme des lettres, etc. Et c'est un apprentissage qui prend des années. Et la difficulté, c'est que nous-mêmes, on a appris nos compétences émotionnelles, relationnelles, sociales, tout ce que vous voulez, de manière assez spontanée. C'est-à-dire on ne va pas à l'école de la psychologie où on nous explique comment ça marche le cerveau, comment il se passe ceci, comment il se passe cela. Alors il y a des ateliers qui se développent, mais cet apprentissage, il commence dès la naissance quasiment. Donc comme cet apprentissage est souvent très informel et très spontané, l'enfant il regarde ce qui se passe autour de lui, puis le développement de son cerveau lui permet petit à petit de faire ce qu'on attend de lui. Bah, comme cet apprentissage est informel, on ne le pense souvent pas comme étant un apprentissage. Donc ça déjà, c'est un premier switch qui permet de se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on nous dit que la fessée, c'est pas autorisé ? Bah, tout simplement parce que dans le cadre d'un apprentissage, s'il n'y a pas forcément beaucoup de certitudes dans le cadre des apprentissages, mais s'il y en a une, c'est qu'on n'apprend pas quand on a
on apprend mal plutôt quand on a peur, quand on est stressé, quand on nous fait mal, on apprend mieux dans le plaisir et dans la motivation. Bref. Donc, si je réponds à ces parents, dire oui, effectivement, la fessée n'est pas autorisée. En tout cas, philosophiquement, à partir du moment où on considère l'enfant comme étant un être en développement, bah, ça n'a plus de place, ça n'a plus lieu d'être. Alors évidemment, attention, il y a des fois où on déborde émotionnellement et où ça nous échappe. Donc, ce qui n'est pas autorisé, c'est la fessée comme étant considérée comme un outil éducatif, parce que ce n'est pas le cas. Mais par contre, il peut nous arriver de déborder émotionnellement et de mettre des fessées, même si on n'a pas envie de le faire. Donc là, c'est autre chose. C'est pas que philosophiquement on considère que la fessée est un outil éducatif, c'est que on a besoin, nous, peut-être de prendre soin de nous, de travailler sur nos émotions et aussi de relativiser un certain nombre de choses. J'y reviendrai après. Bon, je vous ai dit beaucoup de choses là déjà. Donc effectivement, en tant que parent, si on veut savoir quoi faire d'autre à la place de la fessée, se positionner en « mon enfant est un être en développement », ça aide énormément. Mais, ça pose la question de « c'est quoi l'éducation non violente ?» Parce que là, du coup, les parents disent « ah oui, on nous dit qu'on doit utiliser l'éducation non violente ». Alors déjà, nous devons utiliser l'éducation non violente, c'est une catastrophe. Vous ne devez rien du tout. Ça, c'est vachement important. Vous ne devez rien du tout. Si vous vous forcez à appliquer quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas à votre famille, à votre histoire, à la manière dont vous fonctionnez, vous courez droit à la catastrophe. Alors, là, je reviens un peu en arrière parce que dans nous devons utiliser l'éducation non violente. J'invite les parents qui se questionnent en disant comment ça la fessée n'est plus autorisée à se demander, en général les parents ne tapent pas leurs enfants par plaisir. Alors il y en a peut-être mais je ne les connais pas. On tape entre guillemets parce qu'on a l'impression que c'est ça qui va permettre le changement qu'on attend. C'est qu'il y a quelque chose qui coince généralement. C'est-à-dire qu'on a fait des efforts, on a essayé d'inculquer quelque chose à l'enfant et puis visiblement ça ne marche pas. Et donc ça finit par nous énerver et là ça déborde. Et en fait, ça repose souvent sur une croyance qu'on a dans la tête qui est que la punition c'est efficace. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas du tout efficace, la punition. Alors, pourquoi la fessée fait-elle partie pour moi du domaine de la punition? Ici, je voudrais redonner la définition de la punition au sens comportementaliste du terme. La punition, au sens comportementaliste du terme, c'est une conséquence désagréable qui suit un acte, ou qui peut le précéder parfois, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, en gros, par exemple, vomir après avoir mangé des fruits de mer avariés, c'est un exemple que je donne souvent, c'est une punition. Et nos apprentissages sont faits d'un ensemble de punitions et de renforcement. Le renforcement, c'est il y a une conséquence agréable. Ça me fait plaisir, j'aime ça, c'est bon au goût, ça me donne de l'énergie, etc. etc. Donc, pourquoi je dis ça? Là, on a l'impression que nos outils éducatifs, c'est appliquer des conséquences désagréables. Et on porte beaucoup de pouvoir à appliquer des conséquences désagréables. On a l'impression que quand ça ne marche plus, c'est ça qu'il faut faire. En réalité, les punitions, donc les conséquences désagréables, ont un effet relativement limité sur nos changements de comportement. Donc là, il y a tous les travaux des comportementalistes qui le montrent très bien. Et donc, on est vite démuni si on n'a que l'approche punitive pour faire changer un enfant. Donc, c'est un outil qui est très utilisé, la punition ou la fessée, mais qui est beaucoup moins efficace que ce qu'on croit et qui en plus a des tas d'effets secondaires. Alors, j'ai vu passer un commentaire de Matt qui parlait de sanction versus punition. En réalité, la sanction, c'est une punition au sens comportementaliste du terme, c'est-à-dire c'est une conséquence désagréable.
Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Ce qui va faire la différence entre une sanction et une punition, c'est la manière dont l'enfant le vit. Et là, voilà, l'équilibre entre sa perception de la gravité de ce qu'il a fait et de la conséquence qui vient derrière. Donc ça demanderait presque un live supplémentaire. Je suis en train de réfléchir à savoir si j'ai déjà publié un article qui explique tout ça, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Mais bref, donc, si l'approche punitive est votre seule arme, vous allez vite, très vite, vous retrouver démunis, notamment avec des enfants en bas âge, moins de 5, 6 ans, 7 ans, qui ont beaucoup d'impulsivité et chez qui la punition ne va pas très bien fonctionner, voire pas du tout. Bon, alors, tout ça, maintenant vous me dites, ouais mais ok, on fait quoi à la place ? Hein ? On fait quoi à la place ? C'est bien ça la question. Eh bien, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire quoi faire à la place. Merde, ça y est, tout le monde va partir de ce live en disant c'est la cata, elle a rien à nous dire. Au contraire, je pense que c'est hyper important en tant que parent de se dire je ne sais pas forcément quoi faire. Parce que si je pars sur ah, il faut faire ça et que j'ai la croyance ferme que c'est ça qu'il faut faire, si ça ne marche pas, je suis démunie et je ne sais que rentrer dans une escalade où je vais faire encore plus d'un truc qui ne marche pas. Donc c'est hyper intéressant de toujours se questionner sur l'éthique, c'est-à-dire est-ce que c'est juste pour l'enfant, est-ce que c'est éducatif pour lui, est-ce que ça fonctionne, est-ce que je me sens à l'aise avec ce truc-là, c'est primordial. Parce que ce sont ces questions-là qui vont vous permettre de ne pas être maltraitant ou violent dans la relation avec vos enfants. Ce n'est pas l'application de principes éducatifs qui seraient dictés par quelqu'un d'autre. Donc, je reprends un petit peu mes notes pour ne pas m'égarer non plus trop. En gros, quand on a envie de se dire, bah, ok, je me dis que mon enfant est un être en développement et je me dis que la fessée n'est pas forcément l'outil que j'ai envie d'utiliser parce que pour des tas de raisons, voilà. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, juste, bah non, voilà, la question, alors, comme d'habitude, je m'emmêle les pinceaux. La question que je pose souvent aux parents, pour savoir s'ils ont envie d'utiliser la fessée ou pas, c'est si vous pouviez transmettre votre éducation, permettre à votre enfant d'être éduqué comme vous le souhaitez, en faisant autre chose que le taper, est-ce que vous continueriez à le taper ? Alors si vous me répondez oui, peut-être qu'il y a un problème de maltraitance. Si vous me répondez non, je vous dis bah, dans ce cas-là, il faut élargir votre panel d'outils. En fait, la fessée ou la punition, c'est un peu comme si vous essayez de bricoler, mais que votre seul outil, c'est un marteau. Donc vous allez taper plus ou moins fort, mais vous allez vite être limité. Si vous élargissez votre panel d'outils, donc vous pouvez aller chercher des tas d'outils à plein d'endroits différents, chez les comportementalistes, l'éducation bienveillante, l'éducation positive, appelez ça comme vous voulez, des connaissances sur le développement de l'enfant et tout. Alors il ne s'agit pas non plus de lire pendant des plombes, mais voilà, de chercher et de à chaque fois vous questionner, tiens ça me parle, tiens ça j'ai envie d'essayer, tiens on va voir ce que ça donne. Parce que du coup, au lieu d'avoir seulement votre marteau, pour faire votre bricolage, vous avez une pince, une scie, une lime, des clous et des tas de trucs différents, des vis et des tas de trucs différents qui vont vous permettre d'avoir plus de possibilités, d'être moins démunis, impuissants, parce que c'est aussi ça qui nous amène à utiliser parfois la violence, à taper ou autre, c'est qu'on se sent démunis, impuissants et qu'on se dit « Ah, il faut faire quelque chose » et si on n'a qu'un marteau dans les mains, bim, on va taper avec un marteau. Ok, alors, je ne vais pas non plus vous retenir très longtemps, j'ai utilisé sciemment le terme « bricolage ». Alors, je le reprends de Béatrice Caméraire, je reparlerai de Béatrice juste après. Je l'ai entendu dire ça dans le podcast Méta de choc il n'y a pas très longtemps, où elle parlait de l'éducation justement positive, entre guillemets. Et j'aime bien ce terme, parce que être parent, c'est faire du bricolage. Si quelqu'un prétend vous dire, voilà ce qu'il faut faire pour éduquer vos enfants, pour qu'ils soient bien dans leur basket, qu'ils s'intègrent dans la société et tout ça, cette personne vous ment. Voilà, je suis catégorique. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Et éduquer, c'est du bricolage.
Donc, je mettrai en lien, parce que j'ai plein d'articles sur le blog sur ce sujet, je mettrai en lien un article que j'avais écrit, c'était une traduction d'un article anglais ou américain, je ne sais plus, et il s'appelle « L'éducation non violente, le grand malentendu ». Donc, je vous inviterai à aller le lire. J'en ai un autre qui est sur comment est-ce qu'on peut évaluer l'éducation qu'on donne à ses enfants. L'énorme problème de l'éducation et pourquoi c'est du bricolage, il y a deux problèmes. D'abord, parce que évaluer l'éducation, ça ne peut se faire que dans le futur. Ça, je vous renverrai vers l'article que j'ai écrit à ce sujet. C'est quand ils seront devenus adultes, quand ils auront vécu leur vie, qu'ils pourront peut-être dire que l'éducation qu'on leur a donnée a été bénéfique pour eux ou pas. Voilà, puis bénéfique sur certains aspects et pas sur d'autres. Donc là, on est en train de faire un pari sur le futur. C'est encore plus un pari sur le futur que l'éducation, ça vise quand même à permettre à un individu de se développer, quand même dans l'idée qu'il va s'intégrer dans une société donnée. Et la société du futur, on ne la connaît pas en fait. Là, j'ai envie de vous citer Alison Gopnik. Ces livres sont super intéressants, soit dit en passant. Alison Gopnik, elle dit ça. Nous ne pouvons pas connaître les défis auxquels les enfants du futur devront faire face. Façonner nos enfants à notre image ou à l'image des idéaux du moment pourrait en réalité les empêcher de s'adapter aux changements à venir. Et je partage tout à fait cette position. Donc, être parent, c'est du bricolage, c'est des paris sur l'avenir. On fait des trucs parce qu'on y croit, parce que ça nous semble juste. On essaye, on revient en arrière, on change et tout ça, c'est normal. Ça me fait penser à une phrase qu'une de mes patientes m'a dit récemment dans un entretien, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Elle m'a dit « Je suis rentrée dans la parentalité comme on rentre en religion ». Alors le problème de ça, c'est que si on applique un dogme mais que ça ne marche pas, le problème de la religion, c'est que ça vous promet un paradis hypothétique dans le futur. Donc, si vous n'êtes pas heureux tout de suite, ce n'est pas très grave. Le dogme de la parentalité, la religion de la parentalité, c'est que ça vous promet normalement un paradis dans le présent. C'est-à-dire, vous allez faire ça et vous allez voir que vos enfants sont merveilleux, magiques et tout. Puis, non, la parentalité comme religion, c'est aussi comment j'appelle ça, un paradis dans le futur, c'est-à-dire c'est quand vos enfants seront adultes, ça sera le paradis. Je rigole en disant ça, mais vous comprenez l'idée. Être parent, c'est bricoler, c'est faire des paris, c'est tester des trucs. Donc, si vous avez envie de remplacer la fessée par quelque chose, j'ai envie de vous dire, vu que cette vidéo, elle s'adresse à des parents qui font des cafés des parents, c'est eux qui m'ont posé cette question, j'ai envie de vous dire, ce qui est intéressant, c'est de se questionner sur l'équilibre entre répression et éducation. D'accord? Donc c'est un continuum, c'est deux pôles. La répression, c'est la vision de l'enfant comme être à discipliner. Bam! L'éducation, c'est comme être en développement. On déplace le curseur en fait. On déplace le curseur en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de comment il se développe et tout ça. Et c'est... On peut se poser la question, tiens, j'ai fait ça, je suis plutôt côté éducatif, est-ce que quelque chose d'un peu plus répressif, un peu plus punitif pourrait peut-être aider? Des fois, oui. Il y a des conditions très précises dans lesquelles la punition est extrêmement efficace, je pourrais en parler si vous voulez. Voilà, donc on va se positionner sur ce curseur-là. Ça, c'est la première question à se poser. La deuxième, c'est qu'est-ce que je veux transmettre? Parce que souvent, on fait des trucs par automatisme, peut-être que c'est pas juste pour nous et que c'est aussi pour ça que ça coince. La troisième, c'est aussi sur l'équilibre de vos ressources en tant que parent. Un parent épuisé, même avec les meilleures méthodes du monde, sera toujours un parent, j'allais dire violent, c'est un peu exagéré, mais potentiellement maltraitant et qui ne sera pas bien dans ses baskets. Donc ça, c'est hyper important aussi. Avant de s'occuper de ses enfants, on s'occupe de soi, paradoxalement. Parce que c'est seulement en s'occupant de soi qu'on pourra prendre soin d'eux et les éduquer. Éduquer, ça demande énormément de ressources, physique, mentale, intellectuelle, émotionnelle, etc. Donc c'est pas le truc, bim, on fait ça, et on applique le mode d'emploi et ça marche. J'aimerais bien. Hein. Bon. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai 25 minutes, 26 minutes, je sais pas combien, évidemment. J'ai dépassé le quart d'heure habituel, mais j'aurais tellement d'autres trucs à dire. En attendant de voir si vous avez des questions ou des réactions à tout ce que j'ai dit là sur l'éducation,
Je vous rappelle 2-3 petites choses qui pourraient vous intéresser, puis je lirai les commentaires ensuite. Donc déjà, sur le blog, blog.escomc.fr, il y a des tas d'articles sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai beaucoup parlé de la punition, mais peut-être pas dans le sens que je disais tout à l'heure sur la distinction sanction versus punition. Donc on peut en reparler. Des tas d'articles sur l'éducation en général, la relation aux enfants, la gestion de ses ressources en tant que parent. Donc, filez vite sur le blog, enfin pas tout de suite, attendez que la vidéo soit finie. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, ou si vous allez sur le blog, il y a aussi une petite ressource. Vous pouvez évidemment partager, commenter cette vidéo ou d'autres articles ou d'autres vidéos parce que ça contribue à faire connaître mon travail, les ressources que je propose et la manière des ressources pour aider les parents. Donc vous pouvez faire tout ça et vous pouvez même, si vous avez envie, donner un avis positif sur la page Facebook ou sur Google, sur Escomc. Là aussi, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et vous pouvez même encore faire un don sur Tipeee. C'est une plateforme de pourboire participatif. Bon, là aussi, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je regarde vos commentaires. Donc, je vois que Matt me dit... Donc, Matt, c'est Matt qui m'avait posé la question entre sanction versus punition. Il me dit, vaste sujet. Mais oui, mais c'est toute une vie, l'éducation. Hélas, ou je ne sais pas si c'est hélas. Finalement, c'est ça qui est bien aussi, de se dire, on découvre des trucs. Alors, Lenka dit, oui, il n'y a pas de mode d'emploi pour éduquer nos enfants. Alors, non, il n'y a pas de mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est plutôt comment je réfléchis sur l'éducation de mes enfants. Ah si, j'avais préparé des livres parce que j'avais envie de vous donner quand même 3-4 bouquins qui sont, moi, entre guillemets, mes bibles, que je trouve hyper sympas. Alors, Anissa, oui, difficile de tenir 15 minutes sur un sujet si complexe, c'était clair et synthétique. Bon, super, merci Anissa, je suis ravie. Alors, en attendant de voir si vous avez d'autres questions, donc je vous propose plusieurs livres que j'aime beaucoup. Alors, j'en ai oublié un autre, donc je ne sais plus où il est. Le premier que j'ai envie de vous recommander, c'est Entre parents et enfants de Haïm Ginott. Je vous mettrai aussi les liens dans la description de la vidéo. Ce livre, il résume pour moi la philosophie en tant que je considère l'enfant comme étant un être en développement. Il est réaliste, il est relativement concret, même si on va voir qu'on peut aller sur du encore plus concret. Il est assez réaliste, mais il est hyper intéressant justement en termes de philosophie de l'éducation. Les deux autres bouquins dont j'ai envie de vous parler, ce sont ceux de Faber et Maslich. Alors, ils peuvent ressembler un peu à des modes d'emploi. Donc, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent, et parler pour que les tout petits écoutent, écouter pour qu'ils parlent. Donc, je ne sais pas s'ils sont à l'envers sur la vidéo, je ne la vois plus ici. Donc, ces deux bouquins, ils peuvent ressembler à des modes d'emploi. Parce qu'il y a des dites, remplacées par, etc., sous forme de BD. Mais ils donnent énormément d'outils pour gérer tout un tas de ressources du quotidien, pour un tas de situations du quotidien. Et ils donnent, je pense, énormément de bases pour que ça fonctionne. Il y a aussi des ateliers qui correspondent. Bon, tant pis si c'est à l'envers, Anissa, je remettrai les liens dans la description de la vidéo. Et puis, le dernier livre, donc c'est celui de Béatrice Caméraire dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'éducation vraiment positive. Donc moi, je partage tout à fait le point de vue de Béatrice, qui est journaliste, sur l'éducation et sur le recul qu'elle prend sur l'éducation positive. Et je partage aussi à 100%, Béatrice, si tu me vois, je te fais un petit coucou, je partage aussi à 100% son point de vue sur, en tant que parent, c'est hyper intéressant de, comment je pourrais dire ça, de se documenter, de chercher, non pas en cherchant la manière, mais en se disant, tiens, je vais y réfléchir, tiens, ça me parle, tiens, ça est intéressant, et tout ça, et en construisant son éducation plutôt qu'en cherchant un mode d'emploi. Évidemment, c'est un peu fatigant. Matt, oui, il y a la possibilité effectivement de suivre les parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent en atelier.
Et je trouve que moi j'en anime des ateliers parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent, et je trouve ça hyper intéressant, hyper pertinent. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de réflexions, et c'est vraiment top. Bon, eh bien, je ne vois plus passer trop de commentaires. Je vais m'en aller fêter mon anniversaire, puisque c'est aujourd'hui mon anniversaire pour la 2e année confinée de suite, voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous mettrai tous les liens qui vont bien en description de la vidéo. Si vous avez envie de m'envoyer une question pour le prochain SOS comme c'est qui aura lieu dans 2 semaines, donc je regarde la date, ce sera le mercredi 28 avril, vous pouvez m'envoyer un mail à sandrine@s-comme-c.fr en précisant question pour le SOS S comme C. Alors je vois que Axel me dit j'ai l'impression que les enfants évoluent plus vite que mon rythme de documentation. Oui, je suis d'accord Axel, c'est-à-dire qu'on court toujours derrière nos enfants, hein. Ils ont toujours une longueur d'avance et nous on essaye de suivre derrière. J'avais fait une vidéo dans le cadre de mon calendrier de l'Avent là-dessus, sur la documentation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où j'avais empilé des classeurs. Je la remettrai aussi en lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, de ce point de vue-là, sur je cours toujours derrière mes enfants, je trouve hyper intéressant. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, je vais les regarder évoluer en fait. Pas je vais devancer, pas je vais faire ci ou je vais faire ça, c'est de les regarder évoluer et de voir ce dont ils ont besoin plutôt que d'essayer de devancer les choses. Bon allez, je vous laisse. Bonne journée à tous et à toutes. Si vous avez des commentaires, même en replay, n'hésitez pas, ou des questions, n'hésitez pas à les mettre. À très bientôt pour un prochain post ou une prochaine vidéo.